spécialiste en droit public, avec une branche de spécialisation en droit public des affaires, donc tous les partenariats public-privé, les transferts de flux financiers entre les personnes publiques et les personnes privées. Et à cet égard, donc, mon intervention va permettre de faire la bascule entre le mode projet d'un point de vue technique, d'un point de vue environnemental et urbanistique, sur un projet qui va devenir concret. Donc le SDE a trouvé tout un tas d'acteurs, on s'est rapproché des collectivités pour obtenir des autorisations d'urbanisme, voire pour modifier leur PLU. Et à cet égard, les élus, comme ils en ont beaucoup entendu parler dans la presse de l'hydrogène et qu'ils ont l'impression que c'est super intéressant, et qu'ils ont du foncier, et potentiellement qu'ils ont de l'argent un petit peu injecté dans les projets, ils ont nécessairement envie, oui, ces élus locaux, d'investir les projets, de participer, notamment en termes de gouvernance, notamment en termes financiers, etc. Sauf que, à cet égard, on a plusieurs principes qu'il faut avoir en tête. La première chose, c'est le fait qu'en termes de contribution d'acteurs publics, l'hydrogène ne bénéficie pas à l'heure actuelle de dérogations spécifiques qui permettraient de passer outre, premièrement, le droit des propriétés publiques, ça c'est une véritable problématique, et deuxièmement, le droit de la commande publique. C'est une double grille d'analyse qui fait que parfois les élus sont un petit peu confus. Ils veulent tout, mais sans les contraintes administratives qui vont avec. Or, comme disait Spiderman, de grandes contraintes vont avec de grandes responsabilités. Bref, en tout état de cause, vous l'avez compris, à chaque fois qu'une collectivité publique ou un acteur public local aura envie de mettre, on va dire, de contrôler un des aspects du projet, eh bien, son intervention n'ira pas sans, on va dire, quelques contraintes qu'il conviendra ici de lever et d'identifier. Quand on boucle un tour de table, il y a deux aspects à avoir en tête, l'aspect contractuel, l'aspect structuration corporate. Comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'aspect structuration corporate, on crée une SPV, un SPV pour capitaliser éventuellement le projet et donner une structure. La question va être, est-ce que l'acteur public local est en mesure de rentrer dans le SPV? Premier aspect. Deuxième aspect, sur les aspects techniques de l'intervention, est-ce que l'acteur public, la personne morale du droit public local, a un quelconque intérêt ou un quelconque besoin à matérialiser on va dire un set de clauses techniques qui vont imposer les spécifications techniques à l'exploitation. Ça, c'est des choses qui sont un petit peu confuses. Et en général, quand on aborde un projet comme ça avec des élus locaux qui ont tout un tas d'idées plein la tête et qu'on est là pour un peu les canaliser et leur donner une grille de lecture, on part sur une grille de lecture à double entrée. Et c'est comme ça que je vous conseille d'aborder vos projets pour simplifier la vie de tout le monde et pour mettre en face justement des spécifications techniques et des contraintes qui vont être imposées, des responsabilités et notamment des contraintes procédurales. Ça serait dommage que, parce qu'on a mal balancé notre projet, on se prenne encore un an de procédure parce qu'on doit passer un contrat de concession ou mettre en place un AMI pour l'occupation du terrain. Bon. Deux clés de lecture. La première clé de lecture, c'est quelle est l'implication technique de la personne publique? Quelle est l'implication de la personne publique dans la technicité du projet? Est-ce que la personne publique est aux commandes? Est-ce que, par exemple, comme on a pu voir, j'avais posté pas mal sur les projets hydrogène en Île-de-France, est-ce que la personne publique qui gère son réseau de transport public a une volonté très forte? Je suis dans le cadre d'une délégation de service public de transport public, je veux qu'à partir de maintenant, tout mon parc roulant devienne un parc roulant qui roule à l'hydrogène, très bien. Auquel cas, j'ai des spécifications techniques très fortes. Ou est-ce que je suis juste propriétaire foncier? On est venu me demander avoir du terrain pour installer un hydrolyseur quelque part, très bien. Je suis propriétaire foncier. Si je peux au moins modestement contribuer à aider le projet de cette façon-là, donc là, la problématique, elle est que si je décide, en tant que personne publique, d'avoir une intervention technique sur les clauses techniques, que j'ai une volonté forte sur les spécifications techniques et que j'ai une influence déterminante sur les méthodes de production, les méthodes d'usage, etc., auquel cas, d'entrée de jeu, je passe sur une configuration contractuelle avec une configuration commande publique.
Et auquel cas, je devrais mettre en place soit une procédure de marché public, soit une procédure de délégation de service public, de concession, etc. Deuxième chose, le niveau d'investissement financier de la personne publique. Est-ce que la personne publique veut rentrer dans un SPV ou pas? Déjà, est-ce qu'en termes de gouvernance, c'est véritablement opportun? Encore une fois, si j'ai des spécifications techniques très très fortes que j'impose, ça sera très souvent opportun. Par contre, si mon intervention est purement financière, est-ce que c'est véritablement opportun que j'entre dans une SPV d'exploitation, par exemple? Ou est-ce que je suis purement sur une foncière ou des choses comme ça? La distinction du foncier et de l'opérationnel, c'est d'autant plus important que pour l'opérationnel et la commande publique, si la personne publique décide de passer un contrat de la commande publique et qu'elle rentre au capital d'un SPV dédié, le SPV dédié n'aura pas nécessairement d'exception procédurale, de sorte qu'on est dans une procédure assez particulière dans laquelle la personne publique crée son SPV, mais va devoir le mettre en concurrence à la clé, ce qui est complètement débile. D'accord ? Par contre, si j'ai une intervention qui est complètement lointaine d'un point de vue technique et que je réserve mon SPV à de simples aspects patrimoniaux, type occupation d'une dépendance domaniale, j'ai du terrain, me demande de mettre un hydrolyseur, eh bien, je vais capitaliser une structure, potentiellement une foncière, toucher du loyer, etc. Auquel cas, ce SPV pourra bénéficier d'une exception, de sorte que je ne serai pas nécessairement dans la nécessité de le mettre en concurrence. On le voit ici, le positionnement de la collectivité publique et de l'acteur local, tant au niveau de la technicité de l'opération qu'au niveau patrimonial, a nécessairement une conséquence procédurale forte. On en est à la moitié, un peu plus. Non. Un nombre, 13 minutes. 13 minutes. Donc ça, c'est au niveau local. Et effectivement, très souvent, les élus, on leur présente les projets de cette manière-là, on leur demande de se positionner sur une grille d'analyse. Les choses sont nettement plus claires pour eux. La deuxième chose, sur les sujets sur lesquels il faudrait qu'on s'exprime quelques mots, voilà, c'est sur le paquet hydrogène 2021 et la possibilité maintenant au niveau macro, au niveau de l'État, d'obtenir du financement de projets sous la forme d'appels d'offres. Alors, c'est intéressant parce que ces appels d'offres-là, c'est des appels d'offres qui sont nettement pratiqués sur tous les autres sujets, photovoltaïques, etc. Les éoliennes offshore, etc. On a des appels d'offres PPE à longueur de temps. Ce qui est intéressant sur ces aspects-là, c'est que l'appel d'offres PPE dans le domaine de l'hydrogène répond quand même à une spécificité particulière. On est quand même sur un paquet hydrogène qui commence par nous poser à l'article L851-1 du Code de l'énergie que le principe sur le marché de l'hydrogène, c'est que les activités de production et de vente d'hydrogène renouvelable au consommateur final s'exercent, je cite, au sein d'un marché concurrentiel et ne sont pas régulés au titre du présent code. Sachant que d'ailleurs, on a une vingtaine d'articles dans le Code de l'énergie qui vont parler précisément d'hydrogène. Du coup, on se demande de quoi il s'agit quand il s'agit d'appel d'offres PPE, puisque, a priori, on n'aura pas de mécanisme de type obligation d'achat, comme on peut avoir sur de l'électricité. On nous parle, dans le Code de l'énergie, d'un dispositif de soutien public qui est déjà exclusivement réservé à la production d'hydrogène renouvelable, d'hydrogène bas carbone, et par l'électrolyse de l'eau. Donc, ce qui veut dire que quand on parle d'hydrogène, effectivement, on n'aura pas de l'intégralité de l'hydrogène au sens du Code de l'énergie, mais seulement de l'hydrogène renouvelable. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce mécanisme de soutien, il aura deux séries de conséquences. Première série de conséquences, c'est la mise en œuvre. On est sur une mise en œuvre qui est assez classiquement sous la forme d'un appel d'offres PPE, avec phase de sélection de la candidature, phase de sélection de l'offre. Et deuxièmement, quels sont les contrats qui vont être attribués à l'issue de ces procédures? Eh bien, le Code de l'énergie nous explique que le mécanisme de soutien prend la forme très exclusivement d'une aide. Et on nous parle de deux types d'aides. Premièrement, une aide fonctionnement, et deuxièmement, si on n'a pas une aide de fonctionnement, une combinaison d'une aide financière à l'investissement et d'une aide au fonctionnement. Ce qui veut dire que, grosso modo, à la clé, on n'aura pas nécessairement des contrats d'obligation d'achat, mais des subventionnements publics. Et ça, c'est extrêmement intéressant à avoir en tête. Quand on bouclera la soutenabilité financière du projet hydrogène, on sait par exemple que, pour avoir beaucoup bossé sur les sujets photovoltaïques, 99% du temps, quand on a des contrats en mode projet, on a des clauses suspensives
qui tiennent à l'obtention d'un appel d'offres PPE, et parfois on a des projets qui peuvent prendre 4-5 ans dans la vue parce qu'on entend plusieurs appels d'offres PPE successifs. En matière d'hydrogène, la problématique, c'est que de toute façon, à la clé, on n'aura pas un tarif de sortie, mais on aura une aide qui sera décochée. Et si on doit parler des critères en deux mots, pour l'instant, les critères ne sont pas fixés dans le grand détail. On n'a pas encore vu d'appel d'offres PPE mis en œuvre dans le grand détail par la Creux. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qui est d'ores et déjà prévu dans le code de la commande publique, dans le code de l'énergie, c'est que le critère prépondérant, tout comme pour les autres appels d'offres PPE, ça sera le prix de sortie de l'hydrogène. De sorte que le fait de viser un appel d'offres PPE avec un abondement financier ne doit absolument pas faire perdre de vue aux producteurs la notion de rentabilité, d'efficience économique et de prix de sortie de l'hydrogène. Voilà.